Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion et dans quelques instants, nous allons découvrir une association, l'association Antidote, en compagnie de monsieur Claude Reiss. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Monsieur Claude Reiss, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour planter le décor, est-ce que vous pourriez nous présenter l'association Antidote et quels sont ses objectifs ici en France ? Antidote Europe est une association qui a été créée il y a un peu plus d'un an maintenant. L'objectif est donc une association qui regroupe un certain nombre de scientifiques, aussi bien français que européens en général, et même aux États-Unis. Et donc c'est un espèce de comité scientifique, si vous voulez, dont l'objectif est d'appliquer à des problèmes de santé humaine les progrès des sciences. Par exemple, pour évaluer les risques des produits chimiques sur notre santé, aussi pour étudier comment faire progresser nos connaissances et les thérapies surtout en ce qui concerne des maladies importantes comme le cancer, comme les maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, Parkinson, etc. Également sur des problèmes comme le sida, où nous avons effectivement travaillé beaucoup et nous avons développé une nouvelle approche thérapeutique du sida. Donc voilà, tout ceci nous permet donc de proposer un certain nombre de choses. Non seulement nous dénonçons le recours pour évaluer ces problèmes de santé humaine sur des modèles animaux, mais nous ne nous contentons pas de dénoncer. Nous proposons également des choses, enfin des actions pour pouvoir apporter notre pierre à ces problèmes. L'animal est incompatible avec l'homme, il n'est pas fiable pour élaborer de nouveaux médicaments pour combattre certaines maladies, et bien au contraire, il y a des maladies qui en découlent. Le ministère de la Santé en 1997 nous a annoncé qu'il y avait environ 20 000 personnes tous les ans qui meurent en France à cause d'effets secondaires de médicaments. 1,3 million de personnes en France qui tous les ans se retrouvent à l'hôpital à cause d'effets secondaires de médicaments. Et encore, ces chiffres sont-ils assez peu près de la réalité parce que ils ne tiennent en considération que les gens qui tombent malades à cause des effets secondaires de médicaments dans les 6 mois qui suivent l'absorption du médicament. Or, les effets long terme, en particulier le cancer, les maladies liées à des problèmes chroniques de foie ou des problèmes chroniques de rein, qui sont souvent associés à des prises de médicaments, eh bien, ce ne sont pas prises en compte dans ces chiffres. Et d'après nos estimations, c'est plutôt de l'ordre de 75 000 personnes qui, tous les ans, meurent à cause d'effets secondaires de médicaments à plus ou moins long terme. Donc, vous voyez, ces chiffres sont vraiment impressionnants. Même 20 000, ça représente 3 fois le nombre de décès sur la route. Donc là, on fait une grosse campagne pour réduire ce chiffre, ce qui est parfaitement légitime, bien entendu, et tout à fait souhaitable. Mais on devrait également faire une grosse action pour éviter que les gens meurent à cause d'effets secondaires de médicaments. Pour parler concret, est-ce qu'on a quelques exemples de maladies qui sont liées justement à cette expérimentation animale ? Un exemple classique que tout le monde a en tête, c'est celui du sang contaminé. Vous savez, dans les années 82-83, quand est apparu le virus du sida, les experts, je prends experts entre guillemets parce que c'était vraiment pas des lumières, ont décidé que finalement, comme le chimpanzé, qui est le plus proche cousin dans l'évolution, ne réagit pas au virus du sida, qu'il n'y avait aucun problème pour laisser circuler le sang contaminé. On connaît la suite, il y a environ 5000 personnes en France qui ont été infectées par le virus du sida à cause de transfusions sanguines. Et donc ces personnes, beaucoup d'entre elles sont bien sûr mortes depuis longtemps. Et donc c'était l'origine du sang contaminé. Parce qu'on a fait confiance au modèle animal que les experts pensaient être le plus fiable possible, si vous voulez, puisque, comme je le dis, le chimpanzé est un très proche cousin de nous dans l'évolution. On s'est séparé du chimpanzé il y a environ 5 millions d'années. Donc vis-à-vis de l'évolution, c'est 2 fois rien. On sait que chez le singe, il y a 5% d'ADN qui diffère avec celui de l'homme, mais on ne peut pas pour autant justement s'en servir de modèle. Alors, qu'est-ce qu'un modèle ? En principe, si vous voulez, un modèle est quelque chose qui reflète la réalité de façon très proche, ou du moins dans des limites connues. C'est-à-dire que vous avez des modèles, par exemple, pour faire un avion supersonique, on fait des modèles réduits, on les met dans des souffleries et on voit qu'il y a certains comportements, un certain régime d'écoulement de l'air autour de l'avion, il a un certain type de comportement. Ceci permet de prévoir en gros ce qui va se passer pour l'avion complet, bien qu'il reste des choses, des détails, si vous voulez, à explorer. Mais ça, c'est un modèle. Alors que le principe d'utiliser une espèce animale pour un modèle biologique pour l'homme est totalement erroné. Et la démonstration de ceci,
La raison pour laquelle ça ne peut pas marcher est très simple et vraiment à la portée de tout le monde. L'homme de la rue, donc même des gens qui n'ont pas d'instruction en biologie ou de connaissances scientifiques, si vous voulez, peuvent très bien comprendre ces arguments. Je vais le développer en 2 minutes. C'est vraiment très très simple. Ceux qui sont à l'écoute ne ferment pas leurs oreilles parce que c'est vraiment très simple à comprendre. Qu'est-ce qui définit une espèce ? Une espèce est définie par le fait que les individus de l'espèce ne peuvent pas se croiser avec des individus d'une autre espèce. Un chat ne peut pas se croiser avec un chien, un rat avec une souris, un chimpanzé avec une vache, et ainsi de suite. Tout ceci est dû au fait que le patrimoine génétique d'une espèce est unique. Patrimoine génétique, j'entends par là les chromosomes, comme on dit, terme plus courant si vous voulez. Les chromosomes d'une espèce sont uniques. Par exemple, nous avons un chromosome de moins que le chimpanzé. Oui, on prend un coup pour notre ego, mais effectivement, c'est le cas. Le fait que nous ayons un patrimoine génétique donné détermine l'ensemble des activités biologiques de notre corps. C'est-à-dire que toutes les réactions que nous pouvons avoir quand nous sommes exposés à un produit chimique, à des facteurs physiques d'environnement, la température, etc., dépendent très précisément de notre patrimoine génétique. Donc, l'activité biologique d'une espèce est caractérisée par son patrimoine génétique. Comme le patrimoine génétique de 2 espèces est différent, l'activité biologique de 2 espèces est différente également. Une souris va répondre vis-à-vis d'un certain test qu'on va lui imposer d'une certaine façon. Nous allons répondre d'une autre façon. Le cas du chimpanzé que je viens de vous indiquer pour le sida est tout à fait caractéristique. Le chimpanzé ne tombe pas malade si vous lui inoculez le virus HIV du sida. Par contre, si vous lui inoculez le virus de l'hépatite B, par exemple, eh bien, un individu sur 10 chez les chimpanzés ont développé une petite hépatite passagère dont ils vont très bien se remettre. Ils vont vivre leurs 45 à 50 ou 55 ans de vie de chimpanzé normal sans aucun problème. Chez nous, c'est souvent une hépatite chronique et dans un cas sur 4, malheureusement, le cancer du foie. Si maintenant vous prenez un autre exemple, le virus Ebola, par exemple, qui donne des fièvres hémorragiques, vous inoculez ça au chimpanzé, il meurt, et vous inoculez ça à l'homme, il meurt aussi. Donc vous voyez, sur ces 3 exemples, le chimpanzé, le meilleur modèle possible, je répète, s'est comporté de façon opposée, sida, de façon différente, l'hépatite, enfin le virus de l'hépatite, et de façon pratiquement identique en ce qui concerne le virus Ebola. Donc, faire confiance à un modèle biologique, même très proche, revient à risquer fortement de se tromper. Et je vous assure que quand les gens disent, voilà, on veut utiliser tel médicament qui a été mis au point sur les animaux que l'on voit être non seulement sans danger, mais également très efficace chez l'animal, aucune garantie n'est acquise pour que ceci soit vrai chez l'homme. Donc ça, c'est une démonstration claire, comme quoi aucune espèce biologique ne peut être un modèle fiable pour l'homme. Alors justement, Claude Reiss, juste avant de marquer une pause, parlons un peu de la grippe aviaire. Le virus de la grippe aviaire est un virus que l'on connaît depuis très longtemps. J'ai fait mes études dans les années 50-60. On connaissait déjà ces virus de la grippe en général et des grippes aviaires en particulier. C'est un virus qui a la capacité de muter très fréquemment, ce qui fait que du fait qu'il change en permanence son aspect, enfin sa structure, si vous voulez. Et comme cette structure est reconnue par les globules blancs, donc ce qui nous permet de nous défendre dans le système immunitaire, le fait qu'il change très fréquemment cette espèce de couverture, donc ce camouflage, si vous voulez, eh bien, il arrive à échapper assez facilement au système immunitaire et donc il peut effectivement faire des effets, enfin des dégâts dans l'organisme. En plus, ce virus a une particularité, c'est que son patrimoine génétique est fait de 5 fragments. Et ces 5 fragments peuvent s'échanger entre eux. Autrement dit, si une personne est affectée par 2 virus de la grippe aviaire différents dans son organisme, ces 2 virus vont pouvoir échanger du matériel génétique et à ce moment-là, donc, avoir une nouvelle physionomie, pour ainsi dire, et donc échapper complètement au système immunitaire, ce qui rend ce virus très dangereux. Maintenant, actuellement, on voit une espèce de déferlement médiatique sur attention, on va mettre de côté, je ne sais pas combien de millions de doses de vaccins, etc., etc. Ce virus, nous sommes confrontés avec depuis des décennies, depuis même des centaines d'années. Et par conséquent, c'est pas la peine de faire tout un battage médiatique autour de ça. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient avertis qu'il faut faire attention. Si vous avez un élevage de volailles, faites attention, manipulez les animaux avec des gants, mettez un masque pour ne pas respirer trop les virus que ces bestioles peuvent avoir éventuellement à bord. Pour le consommateur classique, il faut prendre des précautions alimentaires et élémentaires. Ce virus est très sensible à la température. Donc, si vous chauffez l'œuf ou
l'animal que vous voulez consommer, si vous cuisez suffisamment longtemps, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à consommer ces aliments-là. Donc vous voyez, c'est un petit peu... on a l'impression qu'il y a une mayonnaise qui est en train de faire monter, de façon à probablement favoriser un certain nombre d'actions qui impliquent l'industrie pharmaceutique, qui est bien entendu bien contente de pouvoir collecter de l'argent grâce à ça. Mais en fait, il n'y a aucune panique à avoir. Ce sont des choses que nous sommes confrontés depuis des générations. Et donc, pour les gens qui sont en bonne santé, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont plus fragiles, si vous voulez, les gens malades ou les gens âgés, il faut qu'ils prennent des précautions. Par exemple, se laver les mains quand vous avez été dans les transports en commun, parce que, souvent, les poignées pour lesquelles qu'on utilise pour se tenir, ou bien les poignées de porte, etc., peuvent être porteurs de ces virus. Ce qu'il faut faire, c'est dès que possible se laver les mains. Éviter, par exemple, de se frotter les yeux, parce que souvent l'infection par ces virus-là rentre par les yeux dans l'organisme. Claude Reiss, merci. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de l'association Antidote et de ses objectifs. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Juste avant la pause, Claude Reiss, nous parlions de la grippe aviaire, de la transmission du virus. Alors il faut aussi tenir compte de la barrière de l'espèce et rassurer nos auditeurs, leur dire que de toute façon le virus ne se transmet pas comme ça de l'animal à l'homme. Si vous voulez, pour rassurer vos auditeurs, il faut effectivement dire qu'il y a une petite chance, vraiment, une chance entre guillemets, que le virus aviaire passe à l'espèce humaine. Il y a eu des cas qui ont été documentés par ça. Du fait que ces virus mutent en permanence, ils acquièrent des caractères qui permettent effectivement d'infecter une cellule humaine. Si vous voulez, pour qu'un virus puisse infecter une cellule, il faut qu'il trouve sur la surface de la cellule un terrain d'atterrissage, ça s'appelle un récepteur. Normalement, nous n'avons pas de récepteur pour ce virus, la grippe aviaire. Mais comme il mute en permanence, par hasard, il peut trouver une combinaison qui lui permet effectivement de pouvoir sélectionner sur la surface de la cellule un récepteur et à ce moment-là se poser dessus et rentrer dans la cellule. Mais c'est des événements qui sont très rares et d'une part, ces événements sont parfaitement spécifiques de l'individu et c'est pas nécessairement parce que quelqu'un a contracté la maladie qu'elle veut la passer à des personnes autour d'elle. Donc, on prend des précautions d'hygiène élémentaires et je crois que ça suffit largement pour endiguer ce problème. Alors aujourd'hui, quelles sont les pistes que peut proposer l'association Antidote justement pour l'élaboration d'une nouvelle génération de médicaments sans passer justement par l'expérimentation animale? Nous avons été alertés par l'augmentation énorme du nombre de cancers dans la population française et la population des pays développés en général. Pour donner un chiffre, en France, nous avons un institut qui s'appelle l'Institut l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui collectionne tous les ans les cas de mortalité par classe d'âge, donc de 55 ans, et également par pathologie. Eh bien, nous avons relevé des chiffres que l'INED a publiés en ce qui concerne le cancer du cerveau. Elle fait ça depuis 1924 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons l'évolution des nombres de cancers du cerveau, par exemple, depuis 1924 jusqu'en 2000 en fait maintenant. Si vous regardez ces chiffres, vous voyez que jusque dans les années 50, les chiffres étaient à peu près constants. C'est-à-dire pour les tranches d'âge de 35 à 55 ans, prenons cette classe d'âge-là, vous avez un nombre constant de cancers du cerveau de mortalité par cancer du cerveau qui apparaît tous les ans. À partir de 1950, 55, 60, on a une augmentation phénoménale de ce nombre de décès par cancer. Je parle en pourcentage, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de l'augmentation de la population. Donc en pourcentage, nous avons entre 1960 et 1995, nous avons multiplié par 10 le nombre de cancers du cerveau dans cette classe d'âge des 35 et 55 ans. Alors ceci s'explique très simplement par le fait que nous avons dans notre environnement un certain nombre de produits qui effectivement sont responsables de ça. Donc Antidote, quand nous sommes aperçus de ce problème, nous avons essayé d'évaluer de façon fiable les risques des produits chimiques que nous avons autour de nous. Et nous avons développé, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait, mais enfin un certain nombre de collègues européens se sont regroupés pour mettre ces méthodes-là au point. Nous avons développé une méthode qui permet non pas de regarder ce que fait un produit chimique quand on expose une souris ou un rat à ce produit chimique, ou un chien éventuellement, ou un chat,
Mais nous avons, seule façon de savoir ce que ça fait chez l'homme, c'est de s'adresser à l'homme. Bien entendu, on ne va pas expérimenter sur les hommes. Donc ce que nous avons fait, nous avons pris des cultures de cellules humaines. Vous savez, nous avons dans notre organisme environ 243, je crois, types de cellules différentes, cellules neuronales, les cellules de sang, les cellules de la peau, les cellules du foie, les cellules neuronales, etc. Donc toutes ces cellules sont en culture, plus ou moins facilement, mais enfin toutes sont en culture. Et donc on peut prendre une culture de cellules humaines, par exemple les cellules du foie, qui est en général l'organe le plus exposé aux produits chimiques, puisque tout ce qui rentre dans l'organisme va passer par le foie à un moment ou à un autre. Donc nous avons pris des cellules de foie en culture et nous avons exposé à des produits chimiques. Nous avons sélectionné une trentaine de produits, dont en particulier une quinzaine de pesticides, dont en particulier aussi un certain nombre de produits que vous trouvez dans les additifs alimentaires, un certain nombre de produits que vous trouvez dans les produits cosmétiques, et nous avons donc exposé ces cellules à ces produits-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait cette exposition? Il faut savoir ce que ça fait précisément. Eh bien, nous avons mis au point, avec d'autres d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir fait ce travail-là, une méthode qui nous permet, pour ainsi dire, de nous installer dans le centre de contrôle de la cellule, qui s'appelle son noyau, et d'observer précisément ce que la cellule est en train de faire quand elle est exposée à un produit chimique. Dans une technique qui s'appelle la toxicogénomique, dont nous sommes maintenant des spécialistes au moins européens. Aux États-Unis, c'est en train de se développer très rapidement. Et pour vous donner une idée de ce que fait la toxicogénomique, imaginez que vous êtes dans une grande centrale électrique avec tout plein, vous êtes dans la salle de contrôle, vous avez autour de vous tout plein de petites lumières, chacune indiquant le fonctionnement d'une partie importante de cette installation. Eh bien, la lumière est allumée, ça veut dire que l'organe en question fonctionne. Et d'autre part, si l'organe fonctionne très fort, donc il est soumis à une action très forte, la lumière va être très intense. Par contre, si le système fonctionne au ralenti, la lumière va être très faible. Eh bien, nous avons le même type d'approche pour étudier ce qui se passe dans une cellule. Au lieu d'avoir la centrale, nous sommes dans la centrale du noyau, de la cellule qui est sur le noyau, et au lieu d'avoir des petits voyants, nous avons ce qu'on appelle les puces à ADN. Cette puce à ADN porte un grand nombre de gènes qui sont actifs dans la cellule, enfin qui sont exprimés dans la cellule, et nous avons parmi ces gènes, nous connaissons un grand nombre qui sont impliqués dans la réponse aux produits toxiques. Par exemple, si le produit toxique rentre dans la cellule, nous avons certains gènes qui s'allument parce qu'ils sont en charge de faire le transport de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Si le produit, une fois dans la cellule, va attaquer tel organelle ou tel patrimoine génétique, par exemple les chromosomes, nous avons des gènes qui immédiatement vont être mobilisés par la cellule pour réparer le dégât en question. D'une façon générale, la cellule, une fois qu'elle est exposée à des produits qui lui font du tort, elle mobilise un certain nombre de gènes qui appellent gènes de stress. Ensuite, elle va bien sûr essayer de dégrader le produit en question et essayer de l'expulser. Là aussi, elle va mobiliser un certain nombre de gènes pour faire ces opérations. Donc tous ces gènes, nous les connaissons en grande partie, et donc tous ces gènes, nous pouvons observer comment est-ce qu'ils sont mobilisés, et comment est-ce qu'ils sont mobilisés, est-ce qu'ils sont démobilisés par la présence du produit, et ainsi de suite. Donc là, nous avons une espèce de tableau de bord, une espèce de reportage, si vous voulez, qui nous permet de savoir précisément ce que la cellule est en train de subir comme dégâts, et comment est-ce qu'elle est en train de réagir. Mais nous avons mis en œuvre, avec la collaboration de 2 laboratoires européens, nous avons mis en œuvre cette technique, et nous avons effectivement vu très clairement que, par exemple, les insecticides que nous avons testés, pour la plupart, sont des neurotoxiques sévères, sont des cancérigènes, ce sont des produits qui imitent l'effet d'hormones, donc qui éventuellement ont des répercussions sur la reproduction. Vous savez qu'en France, pratiquement un couple sur, je crois que c'est 15% des couples qui sont stériles. La fertilité des mâles chute de façon catastrophique depuis un siècle, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est cette approche qui nous permet précisément de lire ce qui se passe dans la cellule et d'être certain que c'est effectivement des problèmes qui concernent nous, l'homme, puisque nous sommes faits d'un grand nombre de cellules. Mais une fois qu'un produit est toxique pour les cellules, vous pouvez être certain qu'il est toxique pour le bonhomme. Alors, à savoir que ces virus sont mutagènes, alors comment prévoir justement l'évolution dans l'avenir? Là, je vous parlais du problème des produits chimiques, si vous voulez. Là, on revient au problème du virus. Là, je peux vous donner mon expérience personnelle, puisque depuis 15 ans, je travaille sur les problèmes du sida. Le problème du sida qui est également un problème viral. Et donc là, nous avons en fait mis au point une méthode, une nouvelle thérapie contre le sida qui vient d'être brevetée aux États-Unis. Cette nouvelle thérapie, en fait, consiste à prendre le contrôle de la façon dont le virus mute. Donc,
Le virus mute en permanence, donc vous ne pouvez pas prévoir ce qu'il va faire demain, parce qu'il aura mis au point une stratégie de mutation que nous ne pouvons pas prévoir, parce qu'en fait, il joue au dé pour ces mutations. Il n'y a pas de programme bien établi. Et donc, le fait qu'il joue au dé ne nous permet pas de prévoir ce qu'il va faire demain. Par contre, nous, la thérapie que nous proposons consiste en fait à prendre le contrôle de ce jeu de dés et de le forcer à faire beaucoup d'erreurs. Il joue de dés de façon folle, si vous voulez, et à ce moment-là, il est tellement muté, tellement criblé d'erreurs, le patrimoine génétique du virus est tellement criblé d'erreurs qu'en fait, le virus ne devient plus infectieux. Il ne peut plus infecter une cellule et par conséquent, il disparaît, puisque quand il infecte une cellule, c'est pour se faire reproduire. Donc, il ne peut plus se faire reproduire et par conséquent, il va disparaître. Inversement, nous pouvons l'empêcher de jouer au dé. Nous pouvons stabiliser la lignée virale et à ce moment-là, le virus ne mutant plus, ou très peu, le système immunitaire, effectivement, me permet de tordre le cou. Alors, cette thérapie, nous l'avons mis au point pour le sida. Elle s'applique, en fait, à tous les virus qui, comme le virus de la grippe aviaire et ainsi de suite, sont des virus qui mutent beaucoup. Et c'est en fait la stratégie principale de ces virus-là. Le fait qu'ils mutent beaucoup, le système immunitaire ne peut pas s'en emparer. Et donc, cette stratégie que nous avons proposée, en fait, équivalente à ce que sont les antibiotiques pour les bactéries. Les bactéries sont tuées par les antibiotiques, le virus non. Mais par contre, cette technique, cette approche que nous proposons permettrait effectivement de se débarrasser des virus au même titre que les antibiotiques se débarrassent des bactéries. Au sein de l'association Antidote, vous réalisez de nombreuses campagnes, une sensibilisation justement vis-à-vis du grand public. Oui, bien sûr. Nous avons en fait la directrice d'Antidote Europe, Hélène Saraseka, est effectivement très active dans ce domaine-là, donc pour diffuser l'information, pour informer le public, mais également nous faisons une action donc vis-à-vis de nos adhérents d'abord, et puis en plus vis-à-vis du grand public. Nous essayons de faire des communiqués de presse. Je suis régulièrement interviewé par des journaux, aussi bien en France qu'à l'étranger. Je suis rentré hier soir de Rome. J'ai été invité par la Chambre des députés là-bas pour exposer ce que je viens de vous dire, en gros, puisque cette évaluation des risques toxiques maintenant devient une obligation européenne. Il y a un projet qui s'appelle REACH qui a été mise en place par la Commission de Bruxelles qui consiste à évaluer les risques toxiques de 100 000 produits qui sont autour de nous. Ils ont dénombré 100 000 et 106 produits chimiques qui sont dans notre environnement. Et donc, ces produits chimiques, ils veulent les faire tester, ce qui est très souhaitable, mais là, nous ne sommes plus d'accord, c'est qu'ils veulent les tester sur les souris et des rats. Pour nous, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire aucune valeur en ce qui concerne l'homme. Et donc, nous sommes en train de nous battre, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, pour que l'on mette en œuvre ces méthodes scientifiques d'évaluation des risques toxiques, qui sont d'ailleurs en train d'être mises en œuvre aux États-Unis. J'ai été, il y a 1 mois et demi, aux États-Unis, dans une conférence qui a été organisée par le EPA, donc l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, conjointement d'ailleurs avec leurs homologues japonais, sur ces problèmes de toxicogénomique. Et je vois qu'aux États-Unis, ils investissent massivement dans ces méthodes-là. Et je crains que si nous, ici en Europe, nous ne prenons pas rapidement des mesures pour également mettre en œuvre ces méthodes-là, les Américains vont prendre des brevets et dans 3-4 ans, si on veut tester par ces méthodes-là, il faudrait passer par les brevets américains ou japonais, et donc nous allons être, si nous voulons vendre les produits aux États-Unis, et donc nous allons être pénalisés. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire un lobbying très intense. Je vais aller à Bruxelles pour une conférence là-bas dans le Parlement européen. Nous allons organiser une conférence de presse à Bruxelles, une autre, je pense, à Paris, parce que, en principe, le Parlement européen doit se prononcer sur l'acceptation du projet REACH. Bien entendu, de l'autre côté, vous avez l'industrie chimique qui n'est pas du tout heureuse de voir que les produits qu'ils fabriquent vont être mis sous la loupe parce qu'ils craignent, et à mon avis à juste titre, que beaucoup des produits qu'ils proposent actuellement devraient être retirés du marché parce que dangereux pour notre santé. Claude Rex, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Nous retrouvons Claude Reiss pour conclure cette émission consacrée à Antidote. Alors, vous organisez des cercles de conférences justement sur le sujet que nous venons d'aborder dans cette émission assez régulièrement, donc, et aussi vous faites de la pédagogie, on en parlait tout à l'heure, à destination du grand public. Oui, régulièrement. Je vous dis, hier j'étais donc à Rome. Il y a quelques temps, j'étais en Angleterre, également à la Chambre des Lords d'ailleurs, pour exposer également ces choses-là. Nous avons des contacts aussi avec des parlementaires français, bien entendu. On est quand même localisé en France. Et donc aussi des conférences pour le grand public. Il y a des conférences qu'on fait régulièrement, aussi bien à Paris que dans les grandes villes et même des moins grandes villes françaises. Donc si vous avez des auditeurs qui seraient intéressés par entendre quelqu'un de l'Antidote Europe leur faire un exposé sur les questions que nous venons de débattre, c'est très volontiers. Il suffit qu'ils s'adressent. Vous avez l'adresse d'Antidote Europe ? Allez-y, vous pouvez la donner. D'accord. Donc Antidote Europe, en 2 mots, 26 rue de Cernay, CERNAY, 91 470, Les Molières, comme l'auteur, mais avec un S à la fin. C'est le siège de l'association, et donc là, vous pouvez nous adresser votre courrier, et donc nous vous répondrons. Et à Antidote, vous retrouverez une équipe de spécialistes, puisque je sais que vous-même, vous êtes professeur. Voilà, donc j'ai été pendant plus de 40 ans chercheur au CNRS. J'ai été directeur de recherche et dirigé des laboratoires de biologie et biologie moléculaire pendant plus de 30 ans. Et donc je continue à m'occuper non seulement d'Antidote, mais également de ces problèmes de sida dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres thérapies sur lesquelles nous travaillons actuellement avec des collègues aussi bien dans mon laboratoire ici que à l'étranger, sur des problèmes de ce qu'on appelle les maladies conformationnelles, dont font partie Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques probablement, et aussi le diabète type 2 et ainsi de suite. Et bien sûr, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Oui, sinon je ne m'y consacrerai pas parce que je suis à l'âge de la retraite, mais comme j'ai encore quelques neurones qui fonctionnent, je suis en plus d'un enthousiasme inoxydable en ce qui concerne la recherche qui me passionne depuis que je suis tout petit et qui continue à me passionner, bien que j'ai passé, je vous dis, l'âge d'être en activité. Mais en fait, actuellement, je travaille beaucoup plus que je travaillais quand j'étais au CNRS. Quels sont les projets pour Antidote ? Notre premier projet, c'est de faire accepter donc cette évaluation des risques toxiques par des méthodes scientifiques, parce que si nous réussissons à imposer ces techniques-là, comme c'est en train de se faire aux États-Unis, nous estimons que tous les ans, en Europe, dans l'Union européenne, près d'1 million de personnes meurent de façon prématurée à cause de problèmes qui sont liés à la toxicité de produits chimiques qui sont autour de nous. Je dis bien 1 million de personnes, probablement rien que pour le cancer. Ne parlons pas des maladies neurodégénératives qui, en France par exemple, Alzheimer et Parkinson, progressent de 1 à 1,5% par an par rapport à l'année précédente. Nous avons actuellement pas loin d'1 million de personnes en France qui sont atteintes d'Alzheimer. Et le même chiffre pour ce qui concerne les personnes atteintes de parkinsonisme. Et vous le savez peut-être, dans une famille, quand vous avez quelqu'un qui a ces maladies neurodégénératives, le poids que ça représente pour la famille, ne parlons pas, bien sûr, du devenir de la personne qui perd toute notion de l'environnement, qui ne reconnaît même plus ses proches et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tracasse beaucoup et nous voudrions que cette maladie, qu'on coupe à la source ce qui est responsable de ces maladies et par conséquent que l'on élimine de notre environnement les produits chimiques toxiques qui s'y trouvent. D'abord, il faut les identifier, donc c'est ça notre objectif. Et donc notre objectif principal dans l'année à venir, ça va être ce problème-là. Ensuite, nous voudrions également faire que la recherche thérapeutique sur la thérapie, le cancer, etc., que cette recherche prenne effectivement en compte non pas des souris ou des chiens, ce qui est le cas actuellement. Nombre de fois on a entendu dans les médias, ça y est, on a trouvé une médication pour éliminer le cancer, tel type de cancer, ou pour améliorer les conditions des gens qui sont atteints d'Alzheimer, par exemple, et puis il n'y a pas de lendemain. Parce que ceci était valable chez la souris, peut-être, ou chez le rat, mais en tout cas, le transfert à l'homme ne s'est pas fait et ne peut pas se faire parce que
ces animaux-là, pour ce qui concerne Alzheimer par exemple, j'ai jamais rencontré une souris qui a Alzheimer, ni même un singe qui a Alzheimer. Et donc étudier sur ces animaux des pathologies qu'elles ne développent jamais, je ne comprends pas la logique qui est derrière cette démarche scientifique. Pour terminer, Claude Reiss, que faire pour arrêter, stopper cette expérimentation animale qui finalement ne sert à rien aujourd'hui? En fait, nous sommes, je vais vous dire ce que nous sommes en train de mijoter en ce qui concerne cela, avec des associations qui ont le même positionnement que nous, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, et en Italie, en Suède, etc. Donc nous sommes en train de de monter un projet dans lequel nous disons la chose suivante. Bon, il est démontré qu'aucune espèce animale ne peut être un modèle biologique fiable pour une autre. C'est aussi clair que 2 plus 2 font 4, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une fois que ceci est acquis, les gens qui continuent à clamer qu'ils sont en train de travailler sur des modèles biologiques pour l'homme et qui recommandent que tel produit, parce qu'il a été trouvé intéressant chez l'animal, peut être appliqué à l'homme, en particulier pour ce qui concerne les médicaments, eh bien cet homme d'abord va être considéré comme un faussaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pour un scientifique est extrêmement grave de dire qu'il a triché, pour ainsi dire, si vous voulez, parce qu'il a dit que ce produit est valable pour la souris et par conséquent il est valable pour l'homme, ce qui est faux. Donc il triche. Première chose. Ça, pour un scientifique, c'est probablement le blâme le plus grave qu'il puisse avoir. Si jamais le produit en question provoque mort d'homme, ou au moins des pathologies importantes chez l'homme, comme c'était par exemple le cas pour le Vioxx ou pour la statine de Bayer, dans ce cas-là, ce n'est pas l'industriel qui va être accusé, ça va être le scientifique qui a recommandé à l'industriel de mettre le produit sur le marché. Donc là, nous allons avoir un certain nombre de cas, et nous avons déjà un petit cénacle de juristes qui se penchent sur la question. Nous allons prendre 2 ou 3 exemples très, très précis, si vous voulez, où des scientifiques dans des laboratoires de l'industrie ont recommandé tel ou tel produit comme étant bon pour la consommation parce qu'ils ont observé qu'il n'avait pas d'effet négatif chez l'animal. Ces gens-là, on va les sortir et on va les traîner en justice. Et je pense que cet exemple-là risque de faire réfléchir les scientifiques qui continuent à ne jurer que par le modèle animal. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une traçabilité sur les médicaments et d'être sûr justement qu'ils ont bien été testés sur l'homme? Oui, en fait, médicaments, vous savez comment ça se passe. On fabrique des molécules un petit peu au hasard. Hein, ça s'appelle la chimie combinatoire. On fait des molécules dont on ne sait pas exactement quel est l'effet qu'elles peuvent avoir. Et après ça, on fait un premier tri. Et ce premier tri, en général, est fait sur des animaux. Une fois que le tri sur l'animal a montré que telle substance peut avoir telle activité biologique et n'est pas trop toxique pour l'animal, eh bien, on passe ensuite aux essais cliniques. Essais cliniques de phase 1, en général, ce sont des gens qui n'ont plus grand-chose à perdre, à qui on propose, bien sûr en les informant, qu'ils soient utilisés comme cobayes pour tester le médicament possible en question. Ceci, quand je vous dis, c'est très souvent des gens qui sont dans un état désespéré. Cet produit n'est pas trop méchant. Ensuite, on passe à la phase 2, où c'est déjà une cohorte de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui sont malades, mais pas trop, qui sont bien exposés aux produits en question. Bien entendu, tout ceci se fait dans des conditions de l'essai clinique, c'est-à-dire qu'on surveille exactement ce qui se passe dans leur organisme par des tests biochimiques, éventuellement des tests d'imagerie. Donc tout ceci avec une garantie sérieuse, si vous voulez, qui est assurée par le clinicien. Ensuite, on passe à la phase 3, où on met le médicament dans le public et les médecins, à ce moment-là, sont invités à prescrire le médicament aux gens. Vous avez à ce moment-là une surveillance qui est faite par un organisme public qui s'appelle la pharmacovigilance. Dans chaque département, il y a une cellule de pharmacovigilance qui recueille les informations venant des médecins disant tel produit que j'ai prescrit à tel bonhomme, il a fait tel effet, il a eu des boutons, il a eu des nausées, il a eu mal au ventre et ainsi de suite. Donc il collecte ces données-là. Éventuellement aussi, la personne est décédée suite aux médicaments que je lui ai donnés. Donc tout ceci remonte ensuite vers le ministère de la Santé et c'est la phase 4 dans laquelle on regarde d'une façon globale ce que le produit fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tous identiques, nous sommes même relativement différents les uns des autres. Et vous avez certains médicaments qui réagissent très favorablement et apporte effectivement un avantage médical à la personne qui le prend, mais son voisin et même quelquefois son enfant peut avoir une réaction complètement différente et donc au contraire non seulement ne pas avoir de bénéfices, mais de surcroît avoir des effets toxiques de la part de ces médicaments. Bon, il y a actuellement des tests
qui sont une fois des tests avec des puces ADN qui permettent de savoir, en fonction du patrimoine génétique d'un individu, comment il va réagir à un produit donné, surtout de façon négative. Donc là, ça s'appelle la pharmacogénomique, qui est également quelque chose qui est très proche de la toxicogénomique, mais qui est ciblé sur un individu particulier ou sur une ethnie. Vous voyez, par exemple, les gens de peau noire ont souvent des réactions différentes vis-à-vis d'un certain nombre de médicaments par rapport aux gens de couleur blanche ou les jaunes et ainsi de suite. Donc on a un certain nombre de moyens maintenant pour éliminer ces problèmes de toxicité et d'effets négatifs, d'effets secondaires négatifs en particulier des médicaments. Alors, je vois une grande société américaine de pharmaco américaine qui maintenant utilise le fait qu'elle teste sur des puces ADN comme publicité pour dire voilà, maintenant, jusqu'à présent, nous avions 95% de nos médicaments qui n'avaient pas d'effet intéressant chez le patient. Maintenant, nous avons des moyens qui nous permettent de voir si effectivement le produit est utile pour le patient. Et donc, c'est ces fameuses génomiques dont je vous parle qui sont utilisées à cette fin. Un dernier mot, Claude Reiss, est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion qui ont écouté cette émission? Oui, les auditeurs qui nous écoutent sont tous des citoyens, sont tous des électeurs. Ils ont tous dans leur commune, dans leur département, dans leur région et même au niveau national des députés, donc des élus si vous voulez. Je leur conseille très vivement de faire pression sur ces élus pour que les problèmes de santé humaine soient pris en considération de façon prioritaire et qu'en particulier les produits chimiques que l'on trouvons aussi bien dans ce que nous mangeons que dans ce que nous respirons, que dans ce que nous mettons sur notre peau, soient testés de façon rigoureuse. Je suis persuadé qu'actuellement nous avons environ 300 000 cas de cancer qui sont déclarés tous les ans en France. Je suis persuadé qu'on pourra diviser ce chiffre par 10 si on voulait bien éviter qu'il y ait des produits toxiques dans notre environnement. Donc qu'ils insistent auprès de leurs élus pour que ceci remonte jusqu'au sommet de l'État et que l'État prenne effectivement une initiative dans cette direction. Claude Reiss, merci d'avoir éclairé notre chandelle et de nous avoir présenté l'association Antidote et ses travaux, ses recherches. À bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité d'exposer ça à vos auditeurs et donc à bientôt peut-être. Fréquence Évasion.